Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode d'entrevue de la saison 3. Et j'ai le bonheur d'avoir invité, une entrepreneure à l'international de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai nommé Lauriane de Get Your Com. Bienvenue, Lauriane! Merci! Quel honneur de commencer cette saison. Ben oui, je suis vraiment très, très heureuse de te recevoir parce que pour la petite histoire, en fait, ceux qui sont peut-être habitués d'entendre ta voix, peut-être que vous avez connu Lauriane lors du FWCC, donc le Festival Web de la création de contenu qui est organisé par Alex Martel. Donc, j'espère que vous n'avez pas manqué l'événement parce que c'était vraiment très enrichissant. Les thématiques étaient vraiment très, très intéressantes à écouter. Et j'ai eu le bonheur, en fait, de participer à un panel audio en matinée avec Lauriane et c'est là qu'on s'est découvert. C'est là qu'on a commencé à se suivre mutuellement et à s'écrire. Et on a eu l'idée, en fait, d'enregistrer un podcast toutes les deux. Donc, voici cet épisode que vous écoutez actuellement. Et pour ceux qui auraient manqué le FWCC ou qui n'ont pas, en fait, d'idée, Lauriane, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un peu ce que tu fais. On a des c'est un secteur d'activité très similaire, donc je te laisse nous introduire. Alors, je m'appelle Lauriane, j'ai 31 ans et je fais du marketing j'aime bien dire depuis toujours, dans le sens où, pour moi, c'est pas du tout une reconversion. J'ai fait toutes mes études dans le marketing, donc j'adore ça. Et ce que je fais actuellement, c'est que je m'amuse à aider les gens à propulser leur business. Globalement, c'est ça. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, et peut-être que toi qui nous écoutes, tu es dans ce cas-là, qui a lancé sa boîte avec une passion, avec une envie, etc., mais que tu connais pas forcément toutes les techniques marketing. Et du coup, moi, ce que j'adore faire, c'est construire toute une stratégie marketing pour réussir à faire en sorte que ton business, il rayonne partout sur le web. Oui, puis en fait, j'ai remarqué on avait comme plusieurs choses en commun, dont justement le fait qu'on a toujours étudié en marketing toutes les deux. Tu sais, il y a des gens qui arrivent en marketing par la force des choses, par un changement de carrière, comme tu l'as dit. Dans nos deux situations, on a comme toujours eu envie ou cette passion-là d'aller dans ce domaine. Et on a à peu près le même âge aussi. Moi, j'ai 30 ans, je m'en vais sur mes 31 là incessamment. Ça s'en vient. Moi, Donc, j'ai eu les 31 il y a 2 mois. ah mon Dieu, c'est ça. Donc, on est très, très proches. Puis j'ai vu que tu avais un chat qui, d'ailleurs, peut-être va venir interrompre la vidéo, le mien aussi, mais là, il fait dodo, donc on est correct. Et en fait, de ce que je connais de toi aussi dans ton approche, un autre point commun, c'est tout l'aspect orienté vers le contenu et l'approche un peu plus humaine. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir proposer ce genre de message-là, ce genre d'approche-là? Est-ce que dans ton parcours en marketing au niveau des corporatifs, disons, est-ce que tu as été un peu dégoûté par certaines choses? Parle-nous un peu de ça. Alors, la toute première chose, le tout premier déclic, je dirais que ça a été auprès de mes parents. Moi, j'ai des parents, une famille de manière générale, pour parler de toute la famille, qui est très, très, très étrangère à tous ces domaines-là. Mes deux parents sont profs. Ma grand-mère a été prof et médecin. Mon autre grand-mère a été instite. Donc vraiment, il y a des profs partout autour de ma famille. Et donc, du coup, tout le côté marketing, on est un peu dans le diable capitaliste avec le marketing. Donc, Ouais. déjà, le premier déclic, ça a été toute cette volonté de leur expliquer quelle était vraiment la réalité du marketing et tout le travail qu'il y avait, ce que ça permettait, etc., etc. Je m'amusais beaucoup, notamment à leur faire des parallèles en leur disant, par exemple, travailler ton client idéal, ça va être travailler ton élève idéal, travailler la personne avec qui Mm. à qui t'as vraiment envie de transmettre. Et ça leur permettait de mieux comprendre. Donc déjà, il y a eu ce premier déclic-là. Et puis le deuxième déclic, comme tu l'as très bien deviné, ça a été à force de travailler dans des entreprises où on te dit de faire des trucs et où toi tu comprends pas pourquoi, alors que tu es censé savoir pourquoi tu fais les choses, et où on te donne des directives qui sont vraiment
problématiques. Je vais pas donner de nom, etc. Mais par exemple, le fait de ne pas vouloir respecter la RGPD, le fait de faire n'importe quoi avec les données, le fait de ne pas suivre certains trucs, le fait de mentir dans des promesses, tout ça, c'est des choses qui, au fur et à mesure, se sont accumulées. Et au final, pendant mon burn-out, j'en étais même venue à me dire, est-ce que j'aime vraiment le marketing? Et d'ailleurs, chose très drôle, c'est que je me suis lancée en me disant, ok, ben, je vais replonger à fond dans le marketing, comme ça, je vais vraiment voir si ça me plaît toujours ou pas. Et pile pendant ce moment-là, ça a été la toute première édition du Festival Web de la création de contenu. Et donc, du coup, pendant presque une semaine, puisque ça dure à chaque fois presque une semaine, j'ai vraiment genre mangé du marketing, bu du marketing. Et à la fin, je suis sortie en me disant, non, en fait, j'adore ça. J'adore ça. C'est juste la façon dont je le faisais dans mes entreprises. C'est quelque chose qui ne me plaisait plus. Et donc, voilà comment j'ai décidé d'avoir une approche beaucoup plus humaine du marketing et à chaque fois d'expliquer aux gens que c'est pas le diable, c'est pas de la manipulation. C'est vraiment juste déjà de base. Il y a quand même beaucoup de psychologie, de sociologie dans le marketing. Et donc, une fois que tu comprends tout ça et que tu comprends à quel point ça va pouvoir t'aider dans ton business, ça change beaucoup de choses, je trouve. Mais tu parles d'un point super intéressant, tu sais, l'espèce en fait, l'opposé de la manipulation, selon moi, dans la vision qu'on a du marketing, c'est pas de manipuler les gens pour qu'ils veulent acheter quelque chose, c'est plutôt de répondre de la meilleure façon à un besoin ou un désir. Donc, c'est d'être un peu au service d'eux. Mais là, c'est sûr que c'est des visions qui sont totalement différentes. Puis, en fait, le sujet que j'avais envie d'aborder là en détail avec toi aujourd'hui, parce que tu m'as comme ouvert la porte quand on a fait le panel ensemble au FWCC. Tu t'es comme proclamé passionné du persona et je me suis dit, ah tiens, ça c'est un sujet intéressant que j'ai parlé, mais très peu en fait, plus en surface sur le podcast jusqu'à présent. Et c'est vraiment un enjeu pour beaucoup, beaucoup de mes clientes. Être capable de définir un persona, mais aussi de comprendre pourquoi c'est important. Parce que c'est pas juste de faire l'exercice là, de se poser la question et d'approfondir. Donc, j'ai envie peut-être que tu débutes en expliquant en fait, selon toi, pourquoi c'est si important et pourquoi nous, les filles en marketing, on insiste pour que les personas, puis là, tu sais, parenthèse, on peut parler de persona, de client idéal, d'avatar, c'est tous des mots qui veulent dire la même chose, qui veulent désigner en fait la même chose. Donc, pourquoi c'est si important pour toi, Lauriane? On utilise aussi le mot cible en marketing. Oui, c'est vrai. Le mot cible fonctionne aussi beaucoup. Pourquoi c'est si important? Waouh, je pense que je pourrais faire une dissertation sur ce point-là. Donc, je vais essayer d'être concise. C'est important parce que ça te permet de répondre au mieux aux besoins de la personne et de proposer ta solution de la meilleure des façons. De savoir à qui tu t'adresses exactement et notamment quelle est la problématique de la personne que tu as en face. Et du coup, de savoir quelle est sa problématique, ça va aussi t'aider à savoir quels sont les mots MOTS qu'elle utilise pour parler de ces mots MOX. Et une fois que tu sais ça, ça va te permettre de comprendre davantage la personne, de réussir à avoir le bon vocabulaire pour que quand elle lise ton message, elle se dise c'est exactement ça, cette personne m'a totalement comprise, je veux en savoir plus et potentiellement travailler avec elle. Je te donne un exemple tout bête. En ce moment, il y a beaucoup de business un peu spirituels qui sont en train de monter. Quand on te parle de puissance, merci, mais c'est très vague. Le terme puissance, il est très vague. La puissance, ça peut aussi bien vouloir dire exprimer la puissance qu'il y a au fond de toi, mais ça peut aussi vouloir dire la puissance que tu mets dans un coup au sport. Ça peut être la puissance d'un moteur. La puissance, ça veut vouloir dire énormément de choses. Et donc, du coup, peut-être que puissance, ça, pour toi, ça te semble être le bon mot, mais que ça ne correspond pas du tout au mot que utilisent tes clients quand ils viennent vers toi. Eux, peut-être qu'ils vont utiliser le mot confiance. Peut-être que pour eux, ils ont besoin d'avoir de la confiance en soi et que toi, tu préfères exprimer la puissance qu'on a en soi. Donc vraiment, travailler son persona, c'est comprendre exactement à qui tu t'adresses pour lui donner et la bonne solution et le bon message.
Mais là, tu m'amènes naturellement à ma prochaine question parce que une des, une des choses, en fait, que j'observe beaucoup, c'est que ben, les entrepreneurs vont faire un peu cet exercice-là, de dire, ben oui, tu sais, je comprends, je dois avoir une cible qui est claire, je dois savoir à qui je m'adresse pour mieux communiquer. La théorie, tu sais, dans l'ensemble, c'est un peu compris et maîtrisé, mais c'est dans l'application où il y a vraiment des gros blocages où souvent on va se limiter à tout ce qui est socio-démographique. Donc là, on va me dire, alors moi, ma cliente idéale, mon avatar, mon persona, ma cible, peu importe, c'est une femme de 40 ans, tu sais, professionnelle, mère de famille. Puis là, on se limite à ça. Mais encore, tu sais, en fait, je pense que c'est là où il y a le blocage après dans l'application. Parce que quand bien même on s'imagine une femme de 40 ans professionnelle avec 2 enfants, ça me dit pas plus, tu sais, comment l'aider, comment l'accompagner, de quoi elle a besoin. Donc, ce serait quoi ton conseil pour justement être capable d'approfondir un peu ce persona-là, dans le fond? Jusqu'où on s'arrête, jusqu'où on va finalement? Alors déjà, je plaide coupable pour toutes les personnes du marketing. Je tiens à le dire. Je pense que une des raisons qui fait que le persona est réduit à cet exercice de fiche démographique à remplir, c'est vraiment parce que quand on fait du marketing, on comprend tout ce qu'il y a derrière le persona, sauf qu'en fait, la fiche démographique, c'est notre produit final. Et, quelque part, c'est comment dire ça? C'est ce qu'on peut le plus transmettre à une personne. Si en 2 minutes, je dois expliquer le persona, c'est plus facile de lui montrer une fiche démographique à remplir pour lui expliquer exactement ce qu'il y a derrière que de lui expliquer tout le raisonnement qu'il y a derrière. Donc je pense que si cet exercice de la fiche démographique a eu un vent de popularité, c'est en grande partie parce que les personnes qui l'utilisent en tant que marketeur, eh ben c'était la chose la plus facile pour vulgariser le persona, donc c'est ce qu'ils ont le plus montré. Bon, maintenant comment on fait pour aller plus loin? Mon premier conseil, ça serait de dire, limite, on s'en fiche un peu de toutes les données démographiques. Ce qui est vraiment intéressant, ça reste la problématique de la personne. On va prendre un exemple concret. Tu as parlé d'un de nos points communs, qui est le fait que nous avons un chat. Eh ben, je pense que pour avoir vu ton chat passer, déjà, nous n'avons pas du tout la même problématique sur le soin des poils. Et de manière générale, même si on a le même âge et même si nous avons toutes les deux un chat, on va avoir plein de problématiques différentes autour de ça. Par exemple, moi j'ai un chat qui a décidé d'être une bobo et donc j'ai un chat qui est intolérante au gluten. Ah! Et donc ça reste une de mes problématiques qui fait que, par exemple, je vais être prête à mettre beaucoup plus cher que toi dans le budget nourriture pour être sûre qu'elle n'a pas derrière des intolérances et qu'elle se retrouve à se gratter et à se griffer jusqu'à saigner autour des yeux. Et du coup, mon conseil, ce serait vraiment de commencer par faire un petit peu ton enquêtrice. Être une enquêtrice, ça veut dire trouver un peu là où ton persona est susceptible, selon tes déductions, d'être, là où il est susceptible de s'exprimer, et d'aller regarder comment il parle de ses problèmes. Le but, c'est de comprendre comment il exprime sa problématique, mais aussi potentiellement quel va être l'impact de cette problématique sur sa vie. Par exemple, si on reprend le truc du chat, potentiellement, quand toi et moi, on va faire les courses pour nos chats, on va pas du tout regarder les mêmes choses. Toi, potentiellement, tu vas regarder les différents goûts des croquettes. Moi, le premier truc que je cherche, c'est le logo gluten-free. Je sais même le dire dans plusieurs langues parce que je me retrouve à chercher les meilleures croquettes pour mon chat. Et du coup, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir commencer à creuser. Et ensuite, c'est aussi une autre raison pour laquelle je pense que cet exercice de démographie est autant populaire, c'est que ensuite on arrive dans la partie où on sort de sa zone de confort parce qu'il faut qu'on aille se confronter à notre persona et faire des entretiens avec lui et qu'on est bien d'accord, c'est pas facile d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas pour leur dire salut, tu veux bien m'accorder 10 minutes de ton temps pour qu'on discute de ton problème. Et même si c'est pas facile, c'est le genre de choses qui t'apprend mais tellement de choses sur ton persona qui te permet de vraiment comprendre concrètement comment tu vas pouvoir l'aider, qui va te permettre aussi peut-être de trouver des pistes que tu n'avais pas encore explorées dans le développement de ta solution, dans les arguments marketing que tu peux mettre en avant. Et tout ça, ça va vraiment t'aider à pouvoir le comprendre en profondeur et derrière, à enfin sortir cette fiche démographique que tout le monde utilise avec des données comme l'âge, la catégorie socio-professionnelle, etc.
Mais on est bien d'accord que, encore une fois, même si par exemple nous deux, au vu de notre âge, et par exemple pour une marque de croquettes lambda, on va avoir le même âge et on va avoir toutes les deux un chat, donc on pourrait être le même persona, et pourtant on va avoir des problématiques totalement différentes. Donc, est-ce que tu dirais que une des erreurs que tu pourrais observer, ou pas erreur, mais un piège, ce serait de justement rester dans l'hypothèse, dans le sens de pas aller valider, de juste se faire une image mentale de ce que c'est finalement son persona sans valider? C'est, je pense, une des plus grosses erreurs, et d'ailleurs pour le coup, euh, c'est pas une erreur qui est propre aux entrepreneurs. C'est une erreur qui est faite même au stade de grandes sociétés qui décident de ne pas faire cet exercice justement d'avoir des retours de vrais clients, d'avoir des entretiens. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper dommage parce que parfois, si on reprend mon exemple de tout à l'heure avec la puissance, on va vraiment partir du principe que tout le monde va comprendre ce que ça veut dire exprimer sa puissance, alors que franchement, il y a plein de gens qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et du coup, oui, rester justement dans les hypothèses, c'est vraiment quelque chose qui va, je vais pas dire te plomber, mais ça peut grandement expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vendre. Parfois, il suffit de changements vraiment mineurs et en fait de vraiment te confronter à la réalité pour faire des ajustements et du coup débloquer certaines choses. Je prends un exemple tout bête. Ça fait pas très longtemps sur mon compte Instagram que je parle ouvertement de marketing, mais jusqu'ici, je me cachais un peu derrière le terme communication, parce que communication passe beaucoup mieux que marketing auprès des personnes qui y sont encore étrangères. Alors que la communication est un sous-domaine du marketing, mais pourtant, communication, tout de suite, ça parle plus. C'est plus sympa comme mot, tu vois. C'est plus doux, oui, Voilà. effectivement. Ça sonne, j'ai pas de plan, j'ai pas d'agenda caché. Je fais des communications. Je te vends rien, je communique. Ouais, t'as raison. Mais à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que tu répondrais finalement à des entrepreneurs? Parce que moi, j'ai souvent cette question-là aussi, hein, qui vont dire, oui, mais moi, je pense que j'ai 3, 4 personnages différents. Tu sais, dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, c'est vrai qu'on peut avoir, par exemple, tu sais, je pense à une entreprise qui aurait une clientèle dans le B2B et qui s'adresserait aussi aux particuliers. Clairement, on a 2 personnages différents, 2 cibles différentes où on doit communiquer, on a des modèles de prix, tout est différent. Mais à l'échelle du solopreneur, parce que je pense que c'est le gros de ta clientèle présentement aussi, est-ce que selon toi, c'est viable et possible de vouloir avoir plusieurs personnages dans son comme cible en fait? Moi, je trouve ça très compliqué. Et je trouve ça très compliqué parce que ça demande énormément d'énergie de, du coup, adapter nos deux communications différentes, du coup, de faire 2 offres différentes. Et même nous, en tant que personne, ça nous demande aussi de l'énergie de promouvoir 2 offres différentes. Du coup, ce que j'aime souvent dire à mes clientes, c'est est-ce que tu as vraiment 2 personas ou est-ce que tu as un persona avec différentes variations? Je te prends dans l'exemple de quelqu'un qui a effectivement une cible B2C et une cible B2B. Bon, quelque part, la problématique, elle va être la même au fond. C'est juste, tu vas avoir une variation. Alors là, pour le coup, la variation, elle mérite que ça soit 2 personnages différents. Mais parfois, la variation, elle est plus légère. Je te donne un exemple. Si on va dire, je vais te donner l'exemple de ma cliente qui s'appelle Megan, qui fait des sites internet. Et en gros, elle a on va dire, 2 axes. Donc, la problématique, c'est je veux un site internet pour mon activité de solopreneur. Et elle a les personnes qui veulent apprendre à le faire eux-mêmes et les personnes qui veulent que ce soit Megan qui fasse leur site internet. Et du coup, ça, c'est un même persona. C'est effectivement, les offres vont être différentes. D'un côté, elle va avoir une formation, de l'autre, elle va faire pour eux. Mais quelque part, toute la communication, tous les arguments qu'il va y avoir restent les mêmes. Elle va juste apporter une précision si vous voulez que je fasse votre site internet, c'est telle offre et on fonctionne comme ça. Et si vous voulez que apprendre à le faire vous-même, j'ai une formation qui tourne sur ça. Ouais, j'aime beaucoup l'exemple. Puis tu sais, ça me fait penser cet été, justement, j'ai lancé un quiz. Je me plug en même temps, mais bon, c'est pas ça l'objectif, mais c'est que dans le quiz,
on obtient en fait avec notre résultat un archétype, en fait, qu'on est un archétype dominant. Parce que je pense qu'on est foncièrement un petit peu des quatre, puis il y en a un qui est un petit peu plus, disons, prédominant que les autres. Mais en fait, c'est que la réflexion derrière ces archétypes-là, c'est vraiment le genre d'enjeu finalement que mes clientes vivaient avec le temps. Je pouvais les catégoriser en ces quatre archétypes-là pour arriver à voir, OK, ben elle est plus dans cet archétype-là, donc son enjeu principal, ça va être ça. L'accompagnement va se faire un petit peu plus sur ce volet-là. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à peaufiner l'accompagnement, sauf que dans les faits, c'est pas des personas différents, dans le sens que elles ont tous un objectif commun qui est le même, elles ont tous une aspiration très similaire, c'est juste que les moyens pour y arriver sont un peu différents. T'sais. Je sais pas si ça te parle comme exemple aussi. Si, carrément. Et puis pour le coup, il faut pas non plus oublier que on va avoir des valeurs très différentes et que dans toute la recherche qu'il y a sur le persona, j'invite souvent les gens à dire aussi, n'oublie pas de réfléchir à quelles sont les valeurs que tu trouves toi importantes avec que tu veux retrouver chez les personnes avec qui tu travailles, parce que ça va aussi te permettre de te différencier. Tu vois, toi et moi, on a sensiblement la même expertise, on fait sensiblement la même chose, mais je pense que comme on va pas mettre exactement les mêmes valeurs en avant, bah ça va aussi pas attirer les mêmes personnes. Par exemple, un truc tout bête, moi je suis je suis une femme noire, et donc le fait que je mette par exemple en avant beaucoup plus certains de mes combats anti-racisme ou que je m'insurge dans mes stories quand je reçois des remarques extrêmement racistes, bah forcément ça va attirer des gens qui vont être sensibles à ça ou des personnes qui vont se reconnaître directement, et donc je vais sans doute travailler avec beaucoup plus de femmes noires que toi. Et c'est pas parce que dans mon personnage j'ai écrit femme noire. Non, c'est non, parce c'est que vrai. ça fait partie de mes valeurs, et donc je sais aussi potentiellement que toutes les personnes avec qui je vais travailler sont sensibles à cette cause, à cette valeur-là. Et donc ça, c'est d'un point de vue variation, quand on réfléchit à, ok, j'ai l'impression d'avoir plusieurs personas, réfléchir à quelles vont être les valeurs qu'on veut mettre en avant, ça peut aussi nous aider à choisir. Par exemple, si on reprend l'exemple de Megan, si elle avait dû choisir entre les personnes qui ont envie de faire leur site par eux-mêmes et les personnes qu'elle veut aider à faire le site ou dont elle veut faire carrément le site en entier, et ben si elle décide de mettre en avant la valeur autonomie, elle va enlever toutes les personnes qui demandent à ce que ce soit elles qui fassent leur site. Elle va garder que le volet formation. Donc les valeurs, ça peut aussi aider à faire le tri et à réfléchir à ok, sur qui je veux me concentrer, avec qui moi j'ai vraiment envie de travailler, parce que quelque part nos clients, quand on est solopreneur, en fait on va passer beaucoup de temps avec eux, donc autant que ce soit des personnes cool et qu'on s'éclate avec eux. Tellement, ouais, c'est tellement vrai. Puis bon, tu as abordé un petit peu la question un peu précédemment, mais s'il y a des femmes, des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui ont une vision très minimaliste de leur persona, ou du moins c'est très flou, c'est pas très clair, ça serait quoi pour toi la première étape que tu leur suggérerais de faire pour ajouter un peu de clarté là-dedans? T'as parlé, tu sais, d'aller questionner, peut-être d'aller faire une petite enquête. À part ça, est-ce que tu as des pistes pour bien débuter l'approfondissement finalement de son persona? Alors, je vais partir de 2 points de vue différents. Le premier point de vue, c'est t'as déjà eu des clients. Et si t'as déjà eu des clients, va leur demander. Va parler avec eux, réfléchis avec qui tu t'es vraiment éclaté. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans tous tes clientes que tu as déjà eu, avec qui vraiment tu sens qu'il y a eu un feeling, avec qui ça a été fluide, et réfléchis à quelles sont les qualités de cette personne que tu as envie de retrouver chez les autres. Et s'il te plaît, fais un questionnaire de satisfaction. Oui. Ça, généralement, avec les personnes qui ont déjà eu des clients, c'est une des premières actions que j'ai tendance à leur pousser, c'est une des premières actions que j'ai tendance à les pousser à faire, parce que, justement, le questionnaire de satisfaction, c'est toujours le moment de leur laisser un petit champ libre que tu n'es évidemment pas obligé de laisser obligatoire, mais qui peut être très cool. Tu vas leur laisser leur laisser le champ libre, pour que ce soit ces personnes-là qui, par exemple, expriment pour quelles raisons elles ont fait appel à toi, ce qu'elles ont aimé dans la collaboration que vous avez faite ensemble. Et là, déjà, tu vas réussir à voir leurs mots, à voir le vocabulaire qu'elles utilisent pour parler de tout ça, voir ce qui les a vraiment touchés, voir ce qui a été une plus-value à leurs yeux, et du coup, capitaliser là-dessus.
Si t'as pas encore eu de clients ou de clientes, eh ben, va les chercher, va parler avec des gens et n'hésite pas à utiliser ton réseau et tes outils de communication pour dire que tu fais une enquête sur ton persona. Parce que, en fait, en allant te confronter à la réalité, tu vas réellement te rendre compte de si oui ou non c'est des personnes avec lesquelles ça se passe bien. Parce que oui, tu as le droit de mettre à jour ton persona après certaines collaborations. Oui, c'est vrai. Excellent point qu'on a abordé. Mais du coup, oui, si t'as pas encore eu de clients, je t'invite vraiment à peut-être interroger des gens autour de toi ou sur les réseaux. Et d'ailleurs, ne pas hésiter à aller voir des gens que tu considères peut-être comme, je sais pas, des entrepreneurs plus avancés que toi, pour aller leur demander peut-être soit de relayer, soit si elles sont dans ton persona potentiel. Si par exemple, tu as envie de travailler avec Mélanie, d'aller lui envoyer un message en me disant « Est-ce que tu veux bien me libérer 5 minutes ?» En vrai, généralement, on le fait parce que quelque part, ça nous donne l'opportunité de parler de nous et que tous les êtres humains aiment parler d'eux. Tous les êtres humains aiment se sentir importants. Et donc, sache que généralement, si tu demandes 5 minutes de son temps à quelqu'un, il va le faire. Donc, tu peux le faire, tu peux demander aux gens, va te confronter à tout ça. Et c'est vrai que tu vas avoir des pistes de comment développer potentiellement ta solution, puisque peut-être que si tu n'as pas encore eu de client, c'est parce que tu n'as pas appuyé sur le bon argument. Et ça va vraiment t'aider à développer tout ce que tu veux mettre en place par la suite. Puis, tu sais, ça me fait penser, j'ai accompagné beaucoup de coachs aussi, tu sais, des coachs des coachs PNL en fait. Puis souvent, pour eux, c'est comme une seconde carrière. Donc, il y a eu comme un avant, exemple, ils étaient enseignantes, puis ils en ont eu marre du système d'éducation et tout ça. Et finalement, ben, ils ont fait des études en coaching PNL. Puis souvent, le constat qu'on arrivait, tu sais, c'est souvent le persona va être un peu la version de nous-mêmes avant d'avoir fait cette transformation-là. Tu sais, exemple, je parlais avec une coach qui se spécialise chez les hypersensibles. Fait que, tu sais, c'est souvent, elle va attirer naturellement des gens qui sont hypersensibles puis qui ont du mal à vivre avec cette hypersensibilité-là. Donc, c'est un peu comme la version d'elle-même avant d'avoir cheminé. C'est pas toujours vrai là, pour toutes les professions, évidemment, mais je trouve que c'est un bon point de départ, surtout dans le domaine du coaching où il y a vraiment une transformation d'ordre personnel qui entre en jeu. Je trouve ça intéressant d'aller explorer, tu sais, comment toi, tu te sentais avant de faire cette transformation-là? Tu sais, souvent, c'est ça qui va résonner aussi, qui va... Je sais pas ce que tu en penses. C'est effectivement une approche que j'aime beaucoup. Et généralement, dans ce genre d'exercice, ce que j'invite les gens à faire, c'est un sacré travail d'introspection, mais de l'introspection où vraiment tu écris et tu te remets dans l'état d'esprit de « Ok, qu'est-ce que je ressentais ?» Donc, par exemple, si on prend l'exemple de ta cliente, qu'est-ce que je ressentais quand je savais pas que j'étais hypersensible et que j'avais des énormes vagues d'émotions et que personne ne me comprenait? Qu'est-ce que je ressentais? Qu'est-ce que je voyais? Peut-être que je voyais les gens qui réagissaient normalement et que moi, je me sentais vraiment comme un alien. Qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce que je faisais pour vivre tout ça? Quel genre de mots-clés, quel genre d'informations j'avais tendance à chercher sur Internet, qu'est-ce que je regardais comme vidéo, etc. Et en fait, de vraiment écrire tout ça, de faire vraiment tout le travail pour vraiment aller chercher les mots qu'on utilise. Si tu as un journal intime ou si tu fais du journaling, c'est une pépite, replonge dedans, parce que c'est ça qui va vraiment t'aider. Et vraiment peut-être parfois de regarder des photos de toi à cette époque-là et de te remettre dans, ok, à cette situation-là, quel genre de personne j'étais, pour vraiment en fait réussir à trouver ce qui était capable de te toucher, ce qui était capable de déclencher des réactions chez toi, ce qui te faisait dire oh, je suis enfin compris. Pour réussir à faire en sorte justement que tu provoques la même chose chez les autres. Ouais, ça fait beaucoup de sens. C'est vrai que le journal, c'est une excellente astuce. Et écoute, Lauriane, en terminant, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, comme dernière question, c'est est-ce que tu as un outil à partager avec les auditeurs? Quelque chose qui pourrait les aider à aller plus loin, que ce soit avec le persona ou autre chose. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aujourd'hui? Est-ce que je peux tricher à en dire deux? Oui.
Tout à fait, j'accepte cette tricherie volontiers. Alors, le tout premier, il est assez connu, donc je pense que ça va pas être un outil nouveau, mais c'est le site Answer the Public. Il y a aussi Answer Socrate qui existe, Socrate avec un S, je crois. En fait, le principe, c'est que tu mets ton mot-clé, généralement, tu mets ton secteur d'activité dans la barre de recherche et ça va te mettre toutes les questions que les gens posent à ce sujet. Donc, par exemple, si tu mets gluten, et ben tu vas avoir toutes les questions que les gens se posent. Donc par exemple, est-ce que l'avoine c'est du gluten, des idées de recettes sans gluten, quels sont les symptômes d'une intolérance au gluten, etc., etc. Donc ça va déjà t'aider à voir ce que les gens posent directement comme question. Ce qui tombe bien, c'est que je pense que la plupart de ton audience est québécoise et donc c'est ok avec l'anglais parce que ces deux sites sont en anglais et que en français parfois il y a des traductions qui sont vraiment moyennes. Ouais. Et le deuxième outil que j'ai, c'est un outil que j'ai créé. C'est un outil qui va vraiment t'aider, un espèce de cahier d'exercice qui va t'aider à travailler ton persona, qui va vraiment t'aider à te poser les questions, à faire ce travail. Et oui, si tu veux, à la fin, je l'ai rajouté en option parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Il y a la fiche démographique avec les petites que tu peux remplir, mais elle est à la toute fin parce que pour moi, c'est vraiment la finalité du travail. D'abord, tu vas venir te poser des questions sur ta problématique, tes valeurs, etc., etc. Et puis, je te pousse aussi à faire le travail de l'anti-persona, qui est d'ailleurs un exercice que je peux te résumer en 2 phrases, c'est de réfléchir à qui tu ne veux vraiment pas travailler. Par exemple, moi, je prends souvent Donald Trump comme exemple. Je ne veux pas travailler avec Donald Trump. Il représente vraiment beaucoup de choses de ce que je n'aime pas chez certains êtres humains. Et donc, du coup, réfléchir à qui tu ne veux pas travailler, ça va vraiment te mettre sur la piste de avec qui tu veux travailler. Pour t'assurer de pas attirer des Donald Trump dans ton audience. Tout à fait. Je comprends. Probablement que mon anti-persona ressemblerait beaucoup au tien. Je partage ce non-amour du personnage. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lauriane, d'avoir passé ta soirée avec moi à discuter. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté l'invitation. Merci pour toutes tes belles pistes de réflexion et pour les outils aussi qui vont se retrouver. Là, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode sans problème. Donc, un énorme merci d'être venu sur le podcast. Avec grand plaisir. Et puis, si vous avez envie de parler persona avec moi, vraiment n'hésitez pas. Je peux en parler des heures et des heures. Ben oui, puis là, dans le fond, la plateforme de prédilection pour te rejoindre, je crois que c'est bien Instagram, Oui, c'est ça. Instagram, c'est vraiment mon jouet préféré. Oui, ben parfait. Alors, je vais mettre aussi le lien pour que vous puissiez aller découvrir son compte Instagram en même temps. Un gros merci, Lauriane. Merci à toi. Merci, à bientôt.